quelqu'un m'a dit. C'est un document publié par Mediapart le 28 avril 2012. Le tribunal était plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart était, je cite, un faux. Mais le vrai problème, il est peut-être plus général, c'est que fleurit en France un certain nombre d'associations ou de médias qui se prennent pour des incarnations de la vertu et de la justice. Les vraies voix Sud Radio. Avec cette question, fausse information, la presse doit-elle rendre des comptes? Et je m'adresse à Philippe Bilger. Est-ce que ça part d'un document qui semblerait être faux? Et c'est que ça remet en question finalement Mediapart quelque part? Non, à mon avis. Alors j'ai été étonné par l'affirmation quasi certaine du tribunal qui dit que le document en question est probablement faux alors qu'il avait été validé à 3 reprises par la justice et notamment par la Cour de cassation. Mais les médias rendent déjà des comptes dans le cadre des infractions sur la presse. Il y a un certain nombre d'infractions. Là où je trouve un petit peu la question de Sud Radio aigre, voire intelligente bien sûr, mais un petit peu dure, c'est que Mediapart, dans l'affaire de Nicolas Sarkozy et d'autres, a eu un rôle, me semble-t-il, très positif. Et que sans Mediapart, beaucoup de choses ne seraient pas sorties dans cette affaire, comme dans d'autres. Alors on reproche généralement à Mediapart de servir uniquement la gauche et d'être impitoyable avec la droite. Je ne crois pas que ce soit totalement exact. Je termine. Moi, le problème, j'aime beaucoup Mediapart sur le plan de l'investigation, mais je n'aime pas du tout Edoui Plenel sur le plan de son idéologie. Donc parfois, je suis un peu écartelé. Natacha Polony, il y a quand même eu pas mal d'articles à charge qui assuraient, enfin en tout cas qui disaient des choses sur Nicolas Sarkozy qui se sont avérées fausses visuellement quand on regarde aujourd'hui le résultat du procès. Notamment sur la corruption, le financement libyen, etc. Voilà. Elles sont pas fausses. Il n'y a pas de preuve. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Oui, mais s'il n'y a pas de preuve... Pardon. Si le tribunal a jugé dans ce sens-là, dans le sens de l'association de malfaiteurs, c'est que le tribunal a estimé qu'il y avait suffisamment de faisceaux... Présomption de fait et pas de preuve dans ces cas-là. Non, mais de faisceaux qui prouvaient que... Bon, mais ne revenons pas là-dessus. La question de la responsabilité des médias, elle est fondamentale. Mais elle ne se pose pas seulement pour Mediapart. C'est très général, bien sûr. Quiconque a accès à une parole publique se doit d'être responsable. C'est-à-dire de mesurer ce qu'il dit, de ne pas se laisser aller à la caricature, aux raccourcis, aux choses fausses, évidemment. Alors, Philippe Bilger a raison de rappeler qu'il existe un droit de la presse. Et qu'on peut être attaqué en diffamation, etc. Donc, quand il y a une fausse information, elle peut être attaquée en justice. Le problème, c'est quand on est dans le gris, le flou. C'est-à-dire non pas la chose évidemment fausse, mais l'idéologie à la place de l'honnêteté intellectuelle, les considérations, enfin comment dire, vous voyez, une espèce de façon de manipuler les choses sans assumer une subjectivité. Là, on est dans quelque chose de profondément dangereux. Une façon de s'ériger, en effet, en procureur ou en directeur de conscience et curé. Parce que c'est ça le problème des médias. Les journalistes se prennent pour des curés. Ils disent le bien et le mal. Et les citoyens n'en peuvent plus de ça. Mais j'entendais, j'ai reconnu dans le jingle de Marie, qui était excellent, la voix d'un ténor du barreau qui s'appelle Jean-Yves Le Borgne. Oui. Et quand il parlait de ça, j'avais l'impression de revenir dans la Grèce antique avec les sycophantes qui étaient les grands accusateurs publics à l'époque. Et moi, je voudrais quand même revenir quelques années en arrière, parce que ça peut avoir de sacrées répercussions, sans aucune répercussion pour ceux qui l'ont fait. Rappelez-vous, l'affaire des diamants de Bokassa de Giscard d'Estaing. C'est sorti à l'automne 79, c'est-à-dire 1 an et demi avant la campagne. Ça a été feuilletonné. Tout a été fait pour détruire Giscard par le canard enchaîné. Une fois que le procès a été fait, tout le monde a vu que l'affaire des diamants de Bokassa était, vous me passerez l'expression, c'est une expression qui n'est pas grossière, mais une expression vraie, c'était une affaire de corne-cul.
Et on a pu détruire la campagne présidentielle d'un homme et en faire élire un autre. D'ailleurs, le Canard enchaîné a fait très fort quand il a sorti l'affaire Papon entre les deux tours, sans sortir l'affaire de la Francisque de François Mitterrand, qu'il avait pourtant également dans les tuyaux. La preuve qu'il y a quand même un tropisme qui consiste plus à défoncer les hommes politiques de droite que les hommes politiques de gauche, non? Oui, mais à propos, mais à propos de Bokassa, de la même manière que François Fillon a mis du sien dans la catastrophe qu'il a accablé, d'une certaine manière, Valéry Giscard d'Estaing lui-même a mis du sien aussi dans la gestion très maladroite qu'il a faite de Bokassa. Oui, mais ça n'empêche pas. Mais il a été démoli par cette campagne de presse, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais on est bien d'accord qu'il y a de la part de certains journalistes, de certains journaux, une façon de se payer les puissants. C'est vrai. Ce qui exige de la part des puissants d'être totalement irréprochable. Mais qui est irréprochable réellement? Alors, je connais pas personne irréprochable, un journaliste, plombier, homme politique. Excusez-moi, mais sans être, c'est pas exactement la même chose d'avoir une fois sur un déjeuner dérapé ou de se faire offrir des costards. Surtout quand on a le Canard enchaîné pour des histoires d'emplois fictifs, on va pas se faire offrir des costards gratuitement. C'est vrai. Excusez-moi, il y a quand même des proportions. Mais ça n'avait pas coûté un euro d'argent public non plus. Non mais c'est pas. Mais d'accord, mais c'est pas. Il n'y a pas que la dépense de l'argent public dans le problème de la corruption des élites. C'est pas que des questions d'argent public. Il y a aussi de qui on est redevable exactement. Et donc tout ça doit être à un moment mis à plat. Les citoyens demandent. Mais je vais vous dire une chose. Les citoyens demandent de plus en plus d'exemplarité. Pourquoi aussi? Parce qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir des politiques impuissants, des politiques qui ont abandonné leur rôle de défense. Et parce que eux, on leur demande d'être exemplaires. Exactement. Oui. Eux, on les rate pas. Ils dépassent de 2 minutes le temps stationnement. Eux, ils prennent. Exactement. Même d'une minute. Ah ben même d'une minute. Oui. Mais surtout, j'y insiste. Ils en ont ras-le-bol d'avoir des politiques qui ne font pas leur boulot. Et quand ces politiques ne défendent pas leurs intérêts, ont abandonné leur pouvoir qui leur est délégué par le peuple français, ben les Français se disent, si en plus ils sont corrompus, là ça devient insupportable. Et en fait, la demande de transparence, elle se nourrit de l'impuissance politique. Donc si on réglait déjà cette question de l'impuissance politique, si on faisait en sorte que les politiques agissent, qu'ils arrêtent de dire « Ah non, mais j'y peux rien ». Enfin, vous avez vu, pardon, mais Bruno Le Maire qui vient nous expliquer « Oh, la technostructure bruxelloise pose des problèmes, ça nous empêche de réindustrialiser ». Le type a été 7 ans ministre de l'économie. Toute sa carrière, il a trouvé ça formidable, la technocratie bruxelloise. Et il traitait de ringards ceux qui critiquaient l'Europe à l'époque. Rappelez-vous, c'est pas vieux, c'est il y a quelques mois. Et puis c'est ce qu'on se disait avec Philippe Bilger. À un moment donné, vous n'êtes pas content, vous démissionnez, et puis voilà. Si vous n'arrivez pas à... Le ministre, ça ferme sa gueule, ça démissionne. Ça, c'était Jean-Pierre Chevènement. Voilà, c'est ça. Mais il faut une forme de courage qui a complètement disparu aujourd'hui. Mais excusez-moi, une autre citation de Jean-Pierre Chevènement, ça va vous faire plaisir. Quand à l'époque Chirac, Juppé et Séguin, tous ces narcs faisaient campagne contre la technostructure, Chevènement avait eu cette phrase: entendre 3 énarques critiquer la technostructure, c'est entendre des cardinaux critiquer la curie romaine. Mais c'était très juste. Et il en savait quelque chose puisque lui-même avait écrit L'énarchie. Ou les mandarins de la République, c'était un de ses premiers livres en 68-69. Exactement, donc lui-même avait critiqué. Eh ben, je vais avoir du courage, je vais être obligé de vous arrêter. Allez, tout de suite, la France vue d'ailleurs.